Ségolène Royal, hier à l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire sur les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, la représentante de l'UNEF est arrivée voilée. Elle porte le hijab, le voile, donc au sein de l'Assemblée nationale. La députée LREM Anne-Christine Lang se lève et quitte la salle. Elle quitte la salle, bientôt suivie par plusieurs élus républicains. Le hijab est une marque de soumission, dit-elle. Vous auriez quitté la salle ? Je crois, oui. Oui. Mais la vraie Pourtant, question... La loi permet. C'est vrai, vous avez raison. La loi permet, à cette jeune femme de porter son voile. La loi permet, c'est pas clair. Disons Oui. que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas prévu ce cas. Oui. Oui, parce que c'était imprévisible. Mais vous auriez quitté la Et salle. le plus étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'elle a pu rentrer sans que l'alerte soit donnée et qu'il y ait une discussion avec elle. Bon, même si je pense que c'est du militantisme de sa part. Elle a le droit de porter le voile, elle a le droit d'être militante du voile. Il ne faut pas non plus en faire trop sur cette histoire parce que du coup, ça se renverse. Mais tout le monde a le droit aussi. Mais pourquoi auriez-vous quitté la salle ? J'aurais quitté la salle pour marquer Parce que j'aurais été... Mais quand j'ai vu d'ailleurs ces images, j'étais quand même estomaqué. Enfin, Parce qu'à un moment, faut du respect mutuel. Vous voyez, des uns et des autres. Elle sait qu'elle provoque, elle a le droit de provoquer. Heureusement qu'on peut être provocateur dans notre société. Ça prouve qu'il y a de la liberté. Mais en même temps, en face, il y a les limites, il y a la règle, c'est tout. Il y a les droits et devoirs. Mais le règlement lui permet. Oui, mais c'est parce que le règlement n'a pas pu prévoir ce cas-là. Donc, voilà, maintenant, il faut prévoir le règlement, que l'on rentre dans les commissions d'enquête la tête découverte. Comme ça, on ne cible pas forcément une religion, même si c'est bien ça quand même qui est ciblé, puisque le règlement se fait à l'occasion-là. Mais c'est tout, on rentre à la tête découverte dans les commissions d'enquête parlementaire. Mais il ne faut pas en faire trop. Vous voyez, ceux qui vont en faire des tonnes, se dramatiser, faire des... Non, c'est tout. Il y a des lois, des règles, des droits et des devoirs. Il y a la laïcité, il y a des règles de respect. On peut être militant de quoi que ce soit. Le militantisme reste à la porte des commissions d'enquête parlementaires. C'est tout. Il n'y a aucune raison d'en faire un drame, mais il faut de la fermeté. Est-ce que le fond du débat, ce n'est pas, finalement, c'est le fond de la question, les lois religieuses qui passeraient avant les lois républicaines ? C'est le fond du débat. C'est le fond du débat. Est-ce que les lois religieuses, pour beaucoup maintenant, et de plus en plus, passent avant les lois républicaines ? C'est bien pour ça qu'il faut rappeler les règles de la laïcité, mais sans en faire des tonnes. C'est tout. Sans que la provocation inverse, vous voyez, soit instrumentalisée par ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet d'engagement et de militantisme contre. Non, il y a la fermeté de la laïcité. Et les règles religieuses ne doivent jamais l'emporter sur les règles civiles, les règles publiques, les règles de la République, en clair. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec aujourd'hui 2 points déterminants de l'actualité économique. D'abord, l'activité qui rechute en France, dans la zone euro, on le verra tout à l'heure, mais surtout, ça vient de sortir, la dette publique française qui a atteint un nouveau sommet historique, j'ai envie de dire stratosphérique. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec, regardez ce chiffre incroyable, 2638,3 milliards d'euros de dette publique en France au 2e trimestre 2020. Vous voyez, c'est ici la courbe rouge qui flambe, bientôt 2700 milliards. Et ça représente, regardez bien, 114,1% du PIB. On le voit, c'est les bâtonnets bleus ici. Dire qu'il y a quelques années, vous voyez, on était encore dans les années 2007, vous voyez, autour des 70% du PIB de dette publique. J'en rigole parce qu'évidemment, c'est dramatique de voir ces erreurs accumulées dans le temps, parce que n'oublions pas, la dette, elle n'est pas tombée du ciel. Bien sûr, il y a eu le Covid, mais c'est déjà pendant les années précédentes, on a fait un peu tout et n'importe quoi, on a augmenté n'importe comment les déficits, on le voit ici, la dette, rappelons-le, c'est le cumul des déficits publics, bien entendu. Or, nous, en France, vous voyez, ça c'est les bâtonnets bleus, ce sont les déficits. Le dernier excédent public remonte à, vous voyez le petit truc bleu ici, 1974. Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Depuis, que des déficits. Même quand ça va bien, nous sommes en déficit. Donc, la dette, évidemment, flambe quoi qu'il arrive. On a cette fuite en avant qui est extrêmement dangereuse. Et ça ne va pas terminer, puisque vous voyez, cette année, on va avoir un déficit public de l'ordre de 10% du PIB, ce qui nous donnera une dette de l'ordre en fin d'année de 125% du PIB. Ce qui est fou, c'est que ça n'émeut quasiment personne, et notamment pas les marchés. Vous voyez, les marchés, ils sont presque contents. C'est-à-dire que la dette flambe, les taux d'intérêt de la dette publique française continuent de baisser. Si on a le taux d'intérêt à 10 ans, on est toujours négatif, encore aujourd'hui. Malgré cette flambée de la dette, moins 0,2% sur le taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français. Évidemment, ça défie l'entendement. Alors, on sait pourquoi. C'est parce que la
Banque Centrale Européenne actionne la planche à billets, donc elle achète cette dette publique, donc ce qui veut dire que l'État n'a pas à faire appel au marché pour financer cette dette. Mais ça, c'est évidemment une fuite en avant extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce que cette dette doit avant tout générer de la croissance. C'est vrai que le ratio dette, qui est un stock par rapport au PIB, qui est un flux, bon, c'est un petit peu artificiel. C'est vrai que c'est un peu normal que cette dette soit élevée, supérieure au PIB. Mais néanmoins, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Est-ce que cette dette génère suffisamment de croissance, au moins pour payer les mensualités, les annualités de la dette? Et malheureusement, on le sait, en France, depuis 2007, ce n'est pas le cas. Même si on avait 100% d'impôts, l'augmentation du PIB ne suffit pas à payer les annualités de la dette. Et pourtant, on le sait, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, un graphique qui fait très mal, le voici, attention. Vous avez ici, d'un côté, la croissance annuelle moyenne sur 10 ans, la courbe bleue, une sorte de croissance structurelle de l'économie française. Dans les années 70, vous voyez, on avait un niveau de l'ordre de 5%. Ah oui, ça nous fait rêver. Et ensuite, là, à l'époque, la dette publique, vous voyez, c'était moins de 20%. Là aussi, ça nous fait rêver. Et ensuite, plus on a augmenté la dette publique, plus la croissance a baissé. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on a une dette publique stratosphérique, énorme. Et parallèlement, la croissance recule. Alors bien sûr, avec la pandémie, c'est encore plus grave, mais ça va avoir un impact sur la croissance structurelle. Vous voyez qu'on sera autour des 0,5% de croissance normale de l'économie française, parce qu'évidemment, toutes les réformes structurelles, on les a oubliées. Donc ce qui fait qu'on reste sur une croissance extrêmement faible et donc extrêmement dangereuse. Alors c'est là qu'est le problème, c'est que si à la guerre cette dette générer une croissance forte, on pourrait dire, bon, au diable l'avarice, mais ce n'est pas du tout le cas. Même là, aujourd'hui, dans ce cas de cette pandémie dramatique, là on a les indicateurs avancés qui viennent également de sortir. Vous voyez ici donc le PIB français, je vous rappelle les chiffres, on est sur une baisse de l'ordre de moins 19% quasiment en glissement annuel, et on voit ici en vert c'est dans l'activité dans les services, en rouge dans l'industrie, donc ça a beaucoup chuté pendant le confinement. Ensuite il y a eu le déconfinement, certains sont mis à croire, oui ça y est, c'est la reprise en V, tout va bien dans le meilleur des mondes, l'INSEE disait, ça y est, on va retrouver le niveau de PIB en 2022 ou plus tard. Soyons sérieux. Et d'ailleurs, regardez les chiffres du mois de septembre des directeurs d'achat. Dans l'industrie, bon, on est autour des 50, ça veut dire en zone de stagnation économique. Et dans les services, on est repassé en zone rouge, c'est-à-dire sous la barre des 50, donc en recul de l'activité. Je vous rappelle que les services, c'est l'essentiel de notre économie, nous en France. Et donc, ce qui veut dire que malheureusement, la reprise en V, ça va être compliqué, peut-être une reprise en W ou peut-être en K, c'est-à-dire certains secteurs vont s'en sortir, puis beaucoup d'autres malheureusement vont s'effondrer. Et même l'enquête INSEE auprès des chefs d'entreprise du mois de septembre, qui vient également de sortir, ouais, ça remonte le climat des affaires, c'est vrai, mais vous voyez, le glissement annuel du PIB français, il est encore négatif, moins 4, moins 5% pour la fin de l'année. Donc on est très très loin de ce que nous dit l'INSEE, le gouvernement, etc., qu'on va retrouver très vite le niveau de PIB d'avant-crise. J'ai fait des simulations dans mon dernier livre, j'en ai parlé dans mes chroniques. Dans le meilleur des cas, ça sera 2023-2025 qu'on retrouvera le niveau de PIB d'avant-crise, et encore en souhaitant qu'on n'ait pas de nouveaux confinements qui viendraient casser encore cette croissance qui est déjà balbutiante. Alors, on voit d'ailleurs que ce ralentissement est vrai pour l'ensemble de la zone euro. C'est vrai que l'Allemagne s'en tire un peu mieux. Regardez dans l'industrie. Ah oui, l'industrie allemande redémarre assez fortement. Vous voyez l'indicateur, on est à 56,6, c'est assez énorme. Et par contre, dans les services, là aussi, on repasse sous les 50. Donc, mi-figue, mi-raisin pour l'économie allemande. Donc, au niveau de la zone euro, ça nous donne, vous voyez, là, on a à peu près le même graphique, c'est-à-dire que l'industrie redémarre un petit peu, moins qu'en Allemagne, mais il y a un effet allemand, évidemment, qui joue. Et puis, dans les services, ça s'effondre là aussi sous la barre des 50, ce qui fait un indicateur, tous secteurs d'activité confondus, exactement à 50. Donc, ça y est, on voit bien, récession historique, rebond technique, on va dire de juin-juillet, et puis août-septembre, bam, ça repart à la baisse. Donc ça, c'est évidemment la fin de l'année. Alors ça, c'est pour nous dire que si jamais nos dirigeants, par peur évidemment des dangers sanitaires, on peut les comprendre, reconfinent le pays, reconfinent certains pays, ça sera une catastrophe. Et donc je pense qu'il faut arrêter d'opposer le sanitaire et l'économie. Les deux sont liés. On n'est pas dans la lutte des classes ici. C'est-à-dire que si on n'a pas une population en bonne santé, c'est sûr que l'économie ne sera pas florissante, il n'y aura pas de croissance. Mais si parallèlement on a une récession économique, si l'économie n'est pas en bonne santé, on aura du chômage, des crises sociales, des crises sociétales, et évidemment ensuite la santé également dans la population risque d'en pâtir. Donc voilà, il faut aujourd'hui très vite qu'on trouve des tests rapides, immédiats, fiables, pour pouvoir retrouver une vie relativement normale. Voilà, donc tous les milliards qu'on jette par la fenêtre dans ce plan de relance, plutôt de soutien, il faudrait peut-être plutôt les utiliser justement pour circonscrire non pas cette pandémie, mais au moins mieux la gérer. Et là,
encore une fois, ça dérape. C'est pas un problème de dépenses publiques, elles sont énormes. C'est un problème d'utilisation de cette dépense publique. Donc voilà vraiment ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est un jour très triste pour la France parce qu'on a un nouveau sommet historique de la dette. Ça va continuer, évidemment, les sommets de la dette. Je vous l'ai dit, on va atteindre 125% du PIB. Ça n'émeut personne, mais le jour où on va se réveiller, ça va faire évidemment extrêmement mal parce que nous rêvons pas, la BCE ne pourra pas faire sa planche à billets éternellement. Après 2021, les élections en Allemagne, je pense que là, on signera la fin de la récré et c'est là où ça fera particulièrement mal parce que les taux d'intérêt de la dette publique remonteront et là, ça pourra casser de nouveau la croissance. Donc soyons extrêmement prudents. Espérons simplement que enfin, les dirigeants de la planète seront à la hauteur de la situation pour nous permettre de sortir de cette crise sanitaire et économique. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup. Bonne continuation. N'oublions pas, les crises sont des phases d'opportunité. Il faut s'armer de patience. On va s'en sortir, mais il faut vraiment souhaiter que nos dirigeants prennent enfin les bonnes mesures. Merci et à très bientôt. Ségolène Royal, hier à l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire sur les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, la représentante de l'UNEF est arrivée voilée. Elle porte le hijab, le voile, donc au sein de l'Assemblée nationale. La députée LREM Anne-Christine Lang se lève et quitte la salle. Elle quitte la salle, bientôt suivie par plusieurs élus républicains. Le hijab est une marque de soumission, dit-elle. Vous auriez quitté la salle ? Je crois, oui. Oui. Mais la vraie Pourtant, question... La loi permet. C'est vrai, vous avez raison. La loi permet, à cette jeune femme de porter son voile. La loi permet, c'est pas clair. Disons oui. que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas prévu ce cas. Oui. Oui, parce que c'était imprévisible. Mais vous auriez quitté la salle. Le plus étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'elle a pu rentrer sans que l'alerte soit donnée et qu'il y ait une discussion avec elle. Bon, même si je pense que c'est du militantisme de sa part. Elle a le droit de porter le voile, elle a le droit d'être militante du voile. Il ne faut pas non plus en faire trop sur cette histoire parce que du coup, ça se renverse. Mais tout le monde a le droit aussi. Mais pourquoi auriez-vous quitté la salle ? J'aurais quitté la salle pour marquer Parce que j'aurais été... Mais quand j'ai vu d'ailleurs ces images, j'étais quand même estomaqué. Enfin, Parce qu'à un moment, il faut du respect mutuel. Vous voyez, des uns et des autres. Elle sait qu'elle provoque, elle a le droit de provoquer. Heureusement qu'on peut être provocateur dans notre société. Ça prouve qu'il y a de la liberté. Mais en même temps, en face, il y a les limites. Il y a la règle, c'est tout. Il y a les droits et devoirs. Mais le règlement lui permet. Oui, mais c'est parce que le règlement n'a pas pu prévoir ce cas-là. Donc, voilà, maintenant, il faut prévoir le règlement, que l'on rentre dans les commissions d'enquête la tête découverte. Comme ça, on ne cible pas forcément une religion, même si c'est bien ça quand même qui est ciblé, puisque le règlement se fait à l'occasion-là. Mais c'est tout, on rentre à la tête découverte dans les commissions d'enquête parlementaires. Mais il ne faut pas en faire trop. Vous voyez, ceux qui vont en faire des tonnes, se dramatiser, faire des... Non, c'est tout. Il y a des lois, des règles, des droits et des devoirs. Il y a la laïcité, il y a des règles de respect. On peut être militant de quoi que ce soit. Le militantisme reste à la porte des commissions d'enquête parlementaires. C'est tout. Il n'y a aucune raison d'en faire un drame, mais il faut de la fermeté. Est-ce que le fond du débat, ce n'est pas, finalement, c'est le fond de la question, les lois religieuses qui passeraient avant les lois républicaines ? C'est le fond du débat. C'est le fond du débat. Est-ce que les lois religieuses, pour beaucoup maintenant, et de plus en plus, passent avant les lois républicaines ? C'est bien pour ça qu'il faut rappeler les règles de la laïcité, mais sans en faire des tonnes. C'est tout. Sans que la provocation inverse, vous voyez, soit instrumentalisée par ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet d'engagement et de militantisme contre. Non, il y a la fermeté de la laïcité. Et les règles religieuses ne doivent jamais l'emporter sur les règles civiles, les règles publiques, les règles de la République, en clair.